Alors d'abord, le plan de la Commission européenne, il s'appelle ReArm EU, donc effectivement se réarmer. Peut-être un élément de précision, on ne se réarme pas parce qu'on serait des vats en guerre, on se réarme parce qu'on doit assurer notre propre défense et finalement dissuader la menace pour dissuader des puissances hostiles qui voudraient nous attaquer de le faire. Maintenant, effectivement, après cette annonce, il faut aller dans le détail et avec des mesures très structurelles. La première des mesures, et le Parlement européen a adopté la semaine dernière une résolution pour influencer les propositions de la Commission et l'action des États. La première des mesures, c'est de soutenir par la commande publique l'industrie européenne de défense. Aujourd'hui, 80% des équipements militaires qu'on utilise en Europe sont produits en dehors des frontières de l'Union européenne et 60% sont produits aux États-Unis. Donc on a un niveau de dépendance qui est très élevé vis-à-vis notamment des États-Unis. Donc il faut qu'on soutienne notre industrie. Il faut enfin que la Banque européenne d'investissement accepte de financer des projets qui sont 100% militaires. Ça n'est toujours pas le cas. Il faut qu'on avance sur le financement et moi je plaide pour qu'on ait un financement comme on l'a fait sous le Covid avec un emprunt commun et des subventions aux États. Et puis il faut de la coordination, ce sera fondamental. Et dans la résolution qu'on a votée au Parlement européen, on appelle à mettre en place un Conseil des ministres de la Défense pour que les 27, en partenariat avec des pays qui sont nos alliés, le Royaume-Uni, le Canada par exemple, pour que les 27 se coordonnent bien et qu'on ne fasse pas 27 initiatives différentes qui perdraient en puissance. Vous évoquez les subventions aux États, parce que le problème des 800 milliards d'euros annoncés dans le cadre du plan ReArm Europe, c'est que c'est de l'argent en fait, qui serait à prendre sur les budgets de chaque État membre. Donc pour les pays qui sont déjà très endettés comme la France, c'est un problème, même si on change... Comment on assouplit les règles, la règle des 3%, ça va être difficile pour que tout le monde puisse investir des sommes aussi importantes pour se réarmer. Donc les subventions, on parle bien d'argent qui serait mobilisé au nom de l'Union européenne, qui serait pris sur le budget de l'Union européenne et qui permettent aux pays qui en ont le plus besoin de développer leur industrie de défense et leur armée, c'est ça? Exactement, parce qu'effectivement... Là, on n'y est pas encore. Là. On n'y est pas encore. Les 800 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, et c'est une première étape, c'est très important, et on l'a salué. Mais pris sur le budget des États. Mais effectivement, et c'est assez hypothétique, c'est-à-dire qu'elle a considéré que si les États augmentaient de 1,5% leur dépenses de défense, pardonnez-moi, pris sur leur budget, effectivement, on atteindrait 650 milliards d'euros. Et elle propose également un... Donc elle, c'est la Commission européenne. Pardonnez-moi, oui, la Commission européenne. Et elle propose également des prêts aux États à hauteur de 150 milliards d'euros. Mais en fait, on connaît la situation budgétaire de beaucoup d'États en Europe. Et puis, ce sont des investissements colossaux. Donc, la vraie bonne solution, et ce n'est pas tout à fait mûr à ce stade, c'est pour ça que la Commission européenne ne l'a pas encore proposé, c'est l'emprunt en commun, comme on l'a fait sous le Covid, de plusieurs centaines de milliards d'euros, avec des subventions qui seront versées aux États membres. Ça se jouera quand? Ça ne se joue pas pendant le Conseil européen de la semaine? Non, pas cette semaine-là, mais dans les prochaines semaines. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des États qui sont traditionnellement frugaux, c'est-à-dire qui, historiquement, n'acceptent pas vraiment de mettre beaucoup d'argent dans le pot commun et qui, par ailleurs, étaient contre l'endettement déjà en 2020, mais qui l'ont accepté à titre exceptionnel. C'est la typique des Pays-Bas, par exemple. Aujourd'hui, les Finlandais, qui font partie de ce groupe des frugaux, appellent à un emprunt commun de 100 milliards d'euros pour financer la défense européenne. Les Estoniens, même chose. Donc les lignes bougent du côté de certains États et maintenant il faut continuer à travailler. Le Parlement européen appelle et soutient véritablement cette initiative. Ça, juste pour terminer sur ce sujet, ces subventions-là, elles pourraient être conditionnées à une commande publique que vous évoquiez, mais qui serait passée directement par l'Union européenne ou la Commission en disant on vous donne des subventions, mais pour acheter tel type de matériel, et c'est l'Europe qui commande le matériel pour l'ensemble des 27? Alors, ou ça, c'est le stade ultime de la défense européenne? Oui, effectivement. Ça, en fait, je pense qu'il faut aller chercher l'efficacité. Et aujourd'hui, il faut le dire, les États sont... alors, on travaille avec l'OTAN, évidemment, pour connaître les besoins, effectivement, mais les États sont les mieux à même d'être les plus efficaces et en termes de rapidité. Ce qui est clé, le rôle de la Commission européenne, c'est sa capacité à aller chercher de l'argent sur les marchés. Les marchés ont confiance dans la Commission européenne et à proposer des taux qui soient... avec des meilleurs taux. Exact, avec des meilleurs taux et avec des subventions qui seraient versées directement aux États. Et ensuite, sur la préférence européenne, les lignes bougent, on a complètement changé de braquet. C'est un sujet sur lequel on s'est écharpé pendant des mois au Parlement européen. La semaine dernière, pour la première fois, on a adopté une résolution qui assume largement la préférence européenne, y compris chez les plus atlantistes de nos partenaires. Donc véritablement, les lignes bougent. Et ensuite, pour les modalités concrètes, évidemment, ce sera à la main des États en coordination des 27.